Tu es exclu. Ne reviens pas. Nous continuons sans toi. C'était la voix de ma mère. Plate, répétée, définitive sur un message vocal laissé à 21h47 un mardi soir. Pas de dispute préalable, pas d'avertissement, juste un enregistrement de 31 secondes qui effaçait 27 ans passés à être la fille qui payait chaque facture, couvrait chaque urgence et ne disait jamais non. Je l'ai écouté 2 fois. Puis j'ai répondu par un seul mot, d'accord. Ce que ma famille ne savait pas, c'est que ce d'accord n'était pas une reddition. C'était une autorisation, la mienne envers moi-même, pour arrêter d'être leur filet de sécurité. En l'espace de 72 heures, les fonds de l'assurance vie familiale ont été bloqués. La vente de la maison était au point mort et leur avocat laissait des messages auxquels je n'avais aucune intention de répondre. 46 appels manqués au matin et un SMS de leur notaire qui disait « Nous avons un grave problème ». J'ai ri à haute voix et j'ai répondu. Je m'appelle Camille. J'ai 27 ans. La nuit du message vocal a tout changé. J'étais assise en tailleur sur mon lit dans un studio du 11e arrondissement à Paris, l'ordinateur en équilibre sur un oreiller, terminant un rapport d'audit pour un client dont le portefeuille présentait plus de signaux d'alerte qu'un défilé du 14 juillet. C'était mon métier, repérer le danger avant qu'il n'arrive. Ironique, je sais. Mon téléphone a vibré sur la table de chevet. Un appel manqué de maman, puis la notification du message vocal. J'ai failli ne pas l'écouter. Ma mère m'appelait rarement directement. Elle appelait Chloé, ma sœur cadette, celle qui vivait toujours à 20 minutes de chez nos parents à Boulogne. Celle dont le nom revenait dans chaque discussion de groupe comme un titre de journal. Quand maman avait besoin de quelque chose, elle m'envoyait généralement 3 mots maximum, « Rappelle-moi où envoie l'argent s'il te plaît ». Mais un message vocal semblait différent, presque personnel. Alors j'ai appuyé sur lecture. Sa voix est sortie du haut-parleur, plate et claire, comme si elle avait répété les mots devant un miroir. « Camille, c'est ta mère. Je veux que tu saches que nous avons pris une décision en famille. Tu n'es plus la bienvenue ici. Ne reviens pas. Ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne doivent l'être. Nous avançons sans toi. » 31 secondes. Je l'ai chronométré sur la barre de lecture. Je l'ai réécouté, pensant avoir raté une raison, un parce que ou un puisque ou même un après ce que tu as fait. Mais il n'y avait rien, juste le verdict, sans procès. J'ai vérifié notre groupe WhatsApp familial, celui que Chloé avait créé il y a 2 Noëls, celui où maman postait des recettes de gratin et papa envoyait des photos floues d'oiseaux dans le jardin. J'avais été supprimée, pas mise en sourdine, supprimée. Et le groupe avait été renommé. L'ancien nom était la famille Lefebvre. Le nouveau nom, je m'en souviendrai jusqu'à ma mort, était nous. C'est donc ce que j'étais maintenant, le contraire de nous. J'ai posé le téléphone face contre terre sur la table de chevet et j'ai regardé la photo encadrée sur mon étagère. Notre famille à la remise des diplômes de Chloé. Maman rayonnante. La main de papa sur l'épaule de Chloé. Moi tout à droite, à moitié coupé par celui qui avait pris la photo. J'aurais dû le voir à ce moment-là. Pendant 10 minutes, je n'ai rien fait. Je suis juste restée assise là, les mains sur les genoux, écoutant la télévision des voisins du dessus filtrer à travers le plafond. Des rires enregistrés. Quelqu'un là-haut regardait une série pendant que toute ma famille votait pour mon exclusion. Mon premier instinct a été l'ancien. Rappeler. S'excuser. Même si je ne savais pas pourquoi. Demander ce que j'avais fait de mal. Promettre de réparer. C'était le schéma que je suivais depuis mes 14 ans. Absorber la faute. Colmater les brèches. Garder la paix. Mon pouce a survolé le nom de maman dans mes contacts, mais quelque chose a bloqué comme un engrenage qui finit par lâcher. C'était peut-être le ton de sa voix. Pas en colère, pas blessé, mais répété. Ou peut-être était-ce le moment choisi. J'avais passé tout cet après-midi à recalculer les mensualités du crédit de la maison familiale, la maison que je payais, la maison où Chloé dormait dans la chambre principale et où j'avais droit au canapé convertible quand je leur rendais visite. J'ai baissé mon pouce, ouvert les messages avec maman à la place, et tapé 2 mots. D'accord, point.
Le message a affiché distribué, puis rien. Pas de bulle d'écriture, pas de rappel, juste le silence, ce qui m'a tout dit. Elle s'attendait à ce que je la poursuive, que je supplie, que je m'explique. Comme je ne l'ai pas fait, elle n'avait pas de scénario pour ça. Je n'ai pas pu dormir. Pas à cause de la tristesse. Cela viendrait plus tard vers 3 heures du matin. Bref et vif comme une crampe musculaire. Non, je ne pouvais pas dormir parce que mon cerveau a fait ce qu'il fait toujours sous pression. Il s'est mis au travail. J'ai ouvert mon ordinateur et créé un nouveau tableau Excel. Titre, Obligations financières familiales, c'est Lefebvre. Colonne A, article. Colonne B, montant mensuel. Colonne C, durée. Colonne D, total. J'ai commencé à taper et ce qui est ressorti de ces colonnes, ligne par ligne, était le prix à payer pour être la fille fiable. C'était tellement plus élevé que je ne le pensais. Le crédit de la maison familiale, 1850 € par mois. Je le payais depuis 3 ans. Cela seul représentait 66 600 €. La mutuelle pour maman et papa, 640 € par mois. 2 ans et demi, 19 200 €. Le prêt auto de Chloé pour le SUV blanc qu'elle avait posté sur Instagram avec la légende bénie, 380 € par mois pendant 14 mois, soit 5 320 €. Puis les urgences, le reste à charge de l'opération du dos de papa, la fuite de la toiture qu'il fallait réparer avant l'hiver, le dépôt de garantie de Chloé quand elle a emménagé puis est revenue puis est repartie. La facture du dentiste que maman avait oublié de mentionner jusqu'à ce qu'elle soit envoyée au contentieux. À 2 heures du matin, j'avais tout sur un seul écran. Je me suis penchée en arrière et j'ai regardé la cellule du total en gras en bas à droite. 143 214 €. J'avais contribué pour plus que mon salaire annuel sur 6 ans à des gens qui venaient de me couper les ponts avec un message vocal. Mais le chiffre n'était même pas la pire partie. La pire partie était ce que j'ai trouvé en ouvrant les documents justificatifs que je gardais dans un dossier cloud. La même habitude compulsive de tenue de dossier qui me rendait efficace dans mon travail. J'étais co-emprunteuse du crédit immobilier. Mon nom figurait sur l'acte notarié en tant que copropriétaire. J'étais l'unique gestionnaire de l'assurance vie que ma grand-mère avait laissée. 86 000 € qu'elle avait mis de côté pour l'éducation et les besoins médicaux de la famille, gérés par moi parce que grand-mère disait que j'étais la seule en qui elle avait confiance avec l'argent. Chaque fil financier critique maintenant la vie de ma famille passait par mon nom. Ils m'ont dit de partir, mais ils ont oublié que j'étais les fondations. J'ai lancé l'impression. La petite imprimante de bureau s'est mise à ronronner dans l'appartement sombre, crachant page après page des reçus, des relevés et des contrats. Je n'étais pas encore en colère. Cela viendrait. Pour l'instant, j'étais juste éveillée. Pour la première fois depuis des années, totalement éveillée. Le matin est arrivé gris et froid. Octobre à Paris, le genre de ciel qui ressemble à un plafond. J'ai fait du café par automatisme, ouvert mon ordinateur et je me suis connecté au compte joint. C'était le compte domestique que j'avais configuré il y a 2 ans pour simplifier le paiement des factures, le crédit, l'électricité, les assurances, tout était prélevé au même endroit. Mon argent entrait. Les dépenses de tous les autres sortaient. Le tableau de bord s'est chargé et je l'ai remarqué immédiatement. L'adresse email de contact sur le compte avait été modifiée. Mon email c'est lefebvre.fin chez le fournisseur avait été remplacé. À sa place, un email que je reconnaissais. Celui de Chloé. Le changement était daté de 2 jours avant le message vocal. 2 jours avant. Je suis restée assise avec cette information un moment. Je l'ai laissée infuser. Ma sœur avait changé les coordonnées de mon compte financier avant que ma mère n'enregistre ce message. Le message vocal n'était pas un éclat émotionnel. C'était une étape programmée. J'ai continué à creuser. Dans ma boîte de réception, enfouie sous les emails de travail, j'ai trouvé une notification transférée de l'étude notariale gérant la maison. Objet, modification de bénéficiaire, confirmation en attente. Le formulaire demandait mon retrait de l'acte de propriété, effectif des approbations. Soumis par Chloé Lefebvre, répertoriée comme représentante familiale autorisée.
Je n'avais jamais autorisé personne à me représenter. Je n'avais jamais accepté d'être retiré de quoi que ce soit. Mon café a refroidi sur le bureau. Je ne l'ai pas touché. Voici ce que je comprenais maintenant. Assise dans cette lumière grise du matin avec mon ordinateur brillant et mon téléphone toujours face contre terre depuis la veille. Chloé ne voulait pas que je sois hors de la famille. Ce n'était que la couverture. Elle voulait que je sois hors des papiers, hors de l'acte, hors du fond, hors de chaque document prouvant que j'avais construit ce dans quoi il vivait. Le message vocal était la distraction. Le véritable vol se déroulait dans le système d'archivage. Et il y a une chose que vous devez savoir sur moi. Je travaille dans l'analyse des risques. Je repère les schémas de fraude pour gagner ma vie. Ma sœur venait de faire le pire pari de sa vie. Pour comprendre ce qui s'est passé ensuite, il faut comprendre où cela a commencé. Pas le message vocal. C'était la fin. Le début était plus calme. Le début était une cuisine. J'avais 14 ans. Chloé en avait 10. Les vacances d'été venaient de commencer et nos parents nous ont fait asseoir à la table de la salle à manger pour expliquer le plan. Chloé irait en colonie artistique. 4 semaines, 300 €. Je resterai à la maison pour la surveiller le matin avant le début du centre aéré. Et après son retour, préparer le déjeuner, faire la lessive, m'assurer que la maison ne brûle pas pendant que maman et papa travaillaient. J'ai demandé si je pouvais aller au stage de mathématiques. Il y avait un programme au lycée local gratuit pour les élèves ayant des notes suffisantes. J'avais les notes. Maman a secoué la tête. Quelqu'un doit être ici pour ta sœur. Mais c'est gratuit, ai-je dit. Camille, tu es l'aînée. Tu comprends. J'ai compris. J'ai compris que Chloé avait les étés et que j'avais les responsabilités. Que mes notes n'étaient pas une source de fierté. Elles étaient une prévision de revenus futurs. Quand j'ai eu les félicitations au conseil de classe cet automne-là, le seul commentaire de maman a été « Bien, continue comme ça. L'une d'entre vous doit gagner de l'argent sérieusement un jour. » Pas « Je suis fière de toi. » Pas « Tu mérites cela. » Juste « Tu seras utile plus tard. » Et quand Chloé a raté ses examens de fin d'année la même année, toute la maison s'est mobilisée. Papa l'a emmenée manger une glace. Maman s'est assise avec elle pendant 1 heure, lui caressant les cheveux en disant « Tu es bien plus qu'une note ma chérie. » J'étais dans la pièce d'à côté. J'ai entendu chaque mot. Personne ne m'a jamais rien dit de tel. Pas parce que j'échouais, mais parce que je n'avais jamais besoin de réconfort. J'étais la forte, la stable, celle qui pouvait gérer. Maman me l'a dit directement une fois. Un appel téléphonique. En 2e année de licence. J'avais mentionné que je me sentais débordée. Elle a dit, tu es la plus forte Camille. Chloé a plus besoin de moi. 7 mots. Je les ai portés comme une brique dans ma poitrine pendant une décennie. Ma première vraie fiche de paie est arrivée un vendredi de juin, l'été après mon diplôme. 21 ans, des prêts étudiants accumulant déjà des intérêts, un salaire de débutante dans un cabinet de conseil qui attendait 60 heures de travail par semaine. Je me suis sentie fière pendant environ 4 heures. Maman a appelé ce soir-là. Papa s'était bloqué le dos au travail. Pas éligible aux indemnités car il était techniquement sous-traitant. Facture d'hôpital et soins, 2000 €. Pourrais-je aider? Je l'ai envoyé le soir même. Sans hésiter. 3 semaines plus tard, Chloé avait besoin d'une caution pour son premier appartement, 1200 €. Elle avait 17 ans, allait en avoir 18, entrait en école d'esthétique. J'ai demandé prudemment à maman, est-ce que Chloé a des économies? Le silence à l'autre bout était une arme. Puis elle a dit, c'est ta petite sœur Camille. Elle débute. Comment peux-tu seulement demander ça? J'ai envoyé les 1200 €. Ma propre dette étudiante de 38 000 € restait intouchée. Personne ne posait de questions. Personne ne proposait d'aide. Ce n'était même pas un sujet. L'hypothèse était simple. Camille va bien. Camille gère les choses. Camille n'a pas besoin d'aide parce que Camille n'en demande jamais.
Cette première année après les études, j'ai envoyé près de 14 000 € à la maison. Pas en une fois, mais par morceaux. Quelques centaines par-ci, 1000 par-là. Toujours urgent. Toujours juste pour cette fois. Juste pour cette fois est devenu chaque mois. Ils n'ont jamais dit merci. Je ne veux pas dire qu'ils ont oublié une fois. Je veux dire que les mots n'ont jamais été prononcés. Ni par SMS. Ni au téléphone. Ni à Noël quand je prenais un vol low-cost pour rentrer et que je dînais à la table que j'avais financièrement sauvée. Mon anniversaire cette année-là. Maman a oublié. Elle a posté une vieille photo de Chloé sur Facebook la même semaine. L'anniversaire de Chloé 2 mois plus tard. Fête à la maison. On m'a demandé de commander le gâteau et de le payer. Le dernier mois de cette année-là, j'ai mangé des pâtes nature pendant 9 jours d'affilée parce que mon compte courant était vide. Je ne l'ai dit à personne parce que si je l'avais fait, maman aurait dit que je faisais du mélodrame, et je la croyais. C'est la partie qui fait le plus mal. 3 ans avant le message vocal, maman a appelé avec ce qu'elle décrivait comme une opportunité familiale. Elle et papa voulaient acheter une maison de 4 pièces en banlieue, un quartier plus calme, de meilleures écoles à proximité pour quand les petits-enfants arriveraient. Elle le disait comme un rêve qu'ils avaient mérité. La réalité était plus simple. Leur crédit était détruit. Les dettes médicales de papa, un paiement de voiture raté il y a des années, un avis de recouvrement que maman avait ignoré. Aucun prêteur ne voulait d'eux. Alors maman m'a demandé, signe juste comme co-emprunteuse Camille. Ton dossier est parfait. La maison sera à mon nom, mais tu seras sur le prêt et l'acte. C'est la maison familiale. Un jour, elle appartiendra à vous deux les filles. J'ai dit oui. Je n'ai pas engagé d'avocat. Je n'ai pas demandé d'accord écrit au-delà des papiers du crédit eux-mêmes. Parce que la voix dans ma tête, celle que maman avait installée, disait « La famille n'a pas besoin de contrat. Si tu en demandes un, c'est que tu ne nous fais pas confiance. Et si tu ne nous fais pas confiance, tu n'es pas de la famille. » Alors, j'ai signé. Co-emprunteuse sur le prêt, copropriétaire sur l'acte, bien que maman soit répertoriée comme propriétaire principale, et à partir de ce mois-là, le paiement de 1 850 € sortait de mon compte comme une horloge. Chloé a emménagé immédiatement, a pris la plus grande chambre, l'a décorée, a posté des photos, douillet foyer. Quand je rendais visite, ce qui n'était pas souvent car je faisais des heures supplémentaires pour couvrir les paiements, je dormais sur le canapé convertible dans le bureau. Je payais pour une maison où je dormais sur un canapé. Environ 6 mois avant le message vocal, j'ai surpris quelque chose lors d'un appel familial. La voix de maman en arrière-plan parlant à Chloé. Elle ne savait pas que j'étais encore en ligne. Elle a dit, une fois que nous aurons renégocié le prêt, nous pourrons récupérer des liquidités. Ne t'inquiète pas pour Camille. Je m'en occuperai. S'occuper de moi comme d'une ligne budgétaire, comme d'un problème. Je n'ai rien dit. Je me suis dit que j'avais mal entendu, mais mes mains tremblaient quand j'ai posé le téléphone, et le tableur sur lequel je travaillais est devenu flou devant moi. Ma grand-mère, la mère de maman, est morte il y a 4 ans. Un cancer des poumons, rapide et cruel. Elle est passée du diagnostic aux funérailles en 11 semaines. Mes grand-mères étaient lucides jusqu'à la toute fin. 2 mois avant de s'éteindre, elle a mis à jour ses dispositions. 86 000 € mis de côté pour l'éducation et les frais médicaux de la famille. Et elle a nommé une seule gestionnaire. Moi. Pas maman. Pas Chloé. Moi. Je me souviens du notaire lisant cela et du visage de maman se figeant. Elle n'a pas discuté. Pas à ce moment-là. Pas devant l'homme de loi. Mais plus tard dans la voiture, elle a dit, « Ta grand-mère n'a pas compris comment les choses fonctionnent. Cet argent devrait être géré par la famille ensemble. Je suis la famille maman. » Elle n'a pas répondu. Les fonds sont restés tranquilles pendant 3 ans. Puis Chloé est venue demander. Elle voulait 15 000 € pour un projet commercial, une boutique de revente en ligne qu'elle avait vue sur les réseaux sociaux. Pas de business plan, pas de projection, juste des ondes positives et un lien vers un grossiste. J'ai dit non, pas pour lui faire du mal,
mais parce que les termes étaient spécifiques. Éducation, médicale, pas de capital de départ pour une idée sans structure. Chloé a pleuré. Bien sûr qu'elle l'a fait. Elle a appelé maman. Maman m'a appelé. Ta grand-mère aurait voulu aider Chloé. Tu es trop directive. Je suis les documents légaux, maman. C'est littéralement mon rôle juridique. Chloé ne m'a pas parlé pendant 2 mois après cela. Et pendant ces 2 mois, j'ai appris par un cousin que Chloé racontait à toute la famille élargie que je gardais l'argent de grand-mère pour moi et que je le dépensais probablement pour moi-même. Je n'ai jamais rétabli la vérité. J'étais trop fatiguée de me battre contre des fantômes. Mais voici la partie qui comptait. La partie que je ne savais pas devenir une arme. 2 mois avant le message vocal, Chloé m'a appelé. Elle a dit qu'elle voulait clarifier les choses. Sa voix était chaleureuse, presque douce. Fraternelle comme elle ne l'avait pas été depuis des années. Nous avons parlé pendant 40 minutes et à un moment donné, elle a baissé sa garde. Ou peut-être est-elle devenue négligente. Et elle a dit, honnêtement Camille, j'ai juste besoin que tu ne sois plus dans la gestion des fonds et plus sur l'acte de propriété. Alors tout deviendra plus simple pour tout le monde. Elle le disait comme si c'était raisonnable, comme si me demander de m'effacer de ma propre vie était une faveur que je devrais vouloir faire. Ce qu'elle ne savait pas, ce qu'elle ne pouvait pas savoir, c'est que j'enregistrais l'appel. Pas pour la piéger. J'enregistre les appels importants par habitude professionnelle. Mon application signale tout appel de plus de 10 minutes avec un contact familial et enregistre automatiquement avec un signal sonore au début. Chloé n'a soit pas entendu, soit ne s'en souciait pas. J'ai sauvegardé ce fichier à 3 endroits. Cloud, clé USB, et un email à moi-même avec l'objet juste au cas où. Allongée dans mon lit cette nuit-là, je tournais autour d'une question. Pourquoi Chloé avait-elle si désespérément besoin que je parte? Nous avions grandi dans la même maison. Je lui préparais son déjeuner quand maman travaillait tard. J'avais co-signé pour sa première voiture. Et d'une certaine manière, j'étais devenue l'ennemi dans une histoire qu'elle écrivait sans me le dire. Je ne le comprends toujours pas totalement. Peut-être que vous si. Mercredi matin, 2 jours après le message vocal, je suis entrée au bureau en ayant l'air d'avoir dormi dans un broyeur de papier. Mark Webb l'a remarqué avant que j'atteigne mon bureau. Il était mon supérieur de 7 ans, un expert comptable avec une voix calme et le genre de présence stable qui rassurait les clients. Nous avions travaillé sur une 12aine d'audits ensemble. Il n'était pas du genre à s'immiscer, mais ce matin-là, il l'a fait. J'étais allée à la salle de repos pour un café et quand je suis revenue, Marc se tenait près de mon bureau, debout comme si quelque chose l'avait arrêté en plein élan. Mon écran d'ordinateur était toujours ouvert. Le tableur était toujours affiché. Obligation financière familiale, c'est Lefebvre. Le total était en gras en bas. Il m'a regardé, puis l'écran, puis m'a regardé de nouveau. Camille. Sa voix était basse. Je ne veux pas être indiscret, mais ce tableau, est-ce de l'argent qu'on te doit ou de l'argent que tu as donné? J'aurais pu mentir. Dire que c'était un dossier client, une maquette, un modèle, mais j'étais à bout avec 4 heures de sommeil et les restes d'une décennie passée à faire semblant que tout allait bien et la manière dont Marc a demandé, direct, sans jugement, sans fioriture, a brisé le barrage. Je lui ai raconté, pas tout, juste les grandes lignes, le message vocal, l'exclusion du groupe WhatsApp, la maison, le fond, le chiffre. Marc n'a pas réagi comme la plupart des gens. Il n'a pas eu de hoquet de surprise, n'a pas secoué la tête et n'a pas dit « c'est terrible ». Il s'est tu. Et quand Marc se tait, cela signifie qu'il calcule. 10 secondes passèrent. Puis il a dit quelque chose qui a réorganisé tout mon esprit. Camille, j'ai été là où tu es. Détails différents, même architecture. Mon père a fait quelque chose de similaire quand j'avais 29 ans. Et la chose que j'aurais aimé qu'on me dise plus tôt est la suivante. Tu n'as pas besoin de les rappeler. Tu as besoin d'appeler un avocat. Il a écrit un nom sur un post-it et l'a fait glisser sur mon bureau. Maître Janet Morin, avocate spécialisée en immobilier et succession, un numéro de Paris. J'ai regardé le post-it, puis Marc. Elle est douée.
C'est elle qui m'a empêché de perdre mon appartement. J'ai mis la note dans mon portefeuille. Elle y est restée exactement 7 heures, le temps qu'il me fallait pour découvrir ce que j'ai trouvé ensuite. Ce soir-là, je me suis assise avec chaque document que je possédais et je les ai examinés comme je le ferais pour le portefeuille d'un client, ligne par ligne, cherchant ce qui ne correspondait pas. J'ai repris l'email du notaire, celui demandant mon retrait de l'acte. Je l'avais remarqué le premier matin, mais je n'avais pas regardé de près la pièce jointe. Maintenant, je l'ai ouverte. Le formulaire était standard, une demande de modification de bénéficiaire. En bas, 2 lignes de signature, une pour Martine Lefebvre, propriétaire principale. Une pour Camille Lefebvre, copropriétaire. Les 2 lignes étaient signées. J'ai zoomé sur ma signature, et mon estomac s'est glacé. C'était proche. Quelqu'un avait étudié mon écriture. L'inclinaison était correcte. La taille était correcte. Même la petite boucle que je laisse sur le E de mon nom était là. Mais le L de mon nom de famille était faux. J'écris mon L majuscule avec une boucle ouverte. Une habitude prise en signant des documents financiers rapidement. Ce L était fermé, scellé. Un petit détail, le genre de choses que seul moi remarquerais. Mais je l'ai remarqué. Quelqu'un avait imité ma signature pour me retirer de l'acte d'une propriété pour laquelle j'avais payé plus de 66 000 €. J'ai vérifié les détails de soumission sur le formulaire. Soumis électroniquement par Chloé Lefebvre, représentante familiale autorisée. Date de soumission 3 jours avant le message vocal. 3 jours avant. Je me suis calée dans ma chaise et j'ai laissé la chronologie se construire d'elle-même. D'abord, Chloé soumet le document falsifié pour me retirer de l'acte. Ensuite, elle change l'email de contact sur le compte joint. Puis, seulement ensuite, maman envoie le message vocal. Ce n'était pas une famille qui s'effondrait sous le coup de l'émotion. C'était une séquence, un plan. Étape 1, étape 2, étape 3. Mon retrait des papiers d'abord, puis mon retrait de la famille pour que je ne regarde pas les documents pendant qu'ils me poussaient vers la sortie. Ma sœur ne m'avait pas seulement trahi. Elle avait géré un plan de projet. Et dans mon métier, un plan de projet laisse toujours une trace. J'ai appelé Maître Morin le lendemain matin. Son assistante m'a mise en relation en moins de 3 minutes dès que j'ai mentionné les mots signature imitée et modification d'acte en attente. Le cabinet de Janet était dans un immeuble haussmannien près du parc Monceau, des étagères du sol au plafond, un bureau en verre et une chaise si ferme qu'elle semblait conçue pour garder les clients concentrés. Elle m'a proposé de l'eau. J'ai décliné. Je ne voulais pas être à l'aise. Je voulais des réponses. J'ai posé le dossier sur son bureau. Tout. Le contrat de prêt, l'acte, le formulaire de modification falsifié avec les 2 signatures, l'email du notaire, le tableau Excel, 143 000 € détaillés, et la notification bancaire montrant que Chloé avait changé l'email de contact. Janet a parcouru chaque page comme un chirurgien lit un scanner. Lentement, sans expression, ses lunettes à mi-chemin sur son nez. Elle a posé la signature falsifiée à côté de ma vraie signature du contrat de prêt original et a étudié les 2 côte à côte. Puis elle a enlevé ses lunettes et m'a regardé. Mademoiselle Lefebvre, vous avez 2 problèmes et un avantage. Elle a tapoté le formulaire falsifié. Problème numéro 1, quelqu'un a commis une fraude en utilisant votre identité. L'écart de signature à lui seul pourrait soutenir une plainte pour faux. Elle a tapoté l'email du notaire. Problème numéro 2, une renégociation de prêt est en cours sur une propriété que vous codétenez sans votre connaissance ni votre consentement. Les 2 sont graves. Elle marqua une pause. Votre avantage est direct. Vous êtes la co-emprunteuse. Vous êtes la copropriétaire. Vous êtes l'unique gestionnaire du fonds familial. Rien, pas la renégociation, pas le changement de titre, pas un seul euro de ce fonds ne bouge sans votre signature réelle. Et votre signature réelle est la seule chose qu'ils n'ont pas pu obtenir. Je suis restée pensive un instant, puis j'ai posé la question qui me brûlait depuis mardi soir. Que se passe-t-il si j'arrête tout simplement? Arrêtez de payer le crédit. Arrêtez de signer quoi que ce soit. Arrêtez d'être l'infrastructure.
Janet a croisé les mains. Alors tout s'effondre sous son propre poids. La banque émet un avis de défaut. La renégociation meurt. Le fonds reste bloqué. Tout. Chaque arrangement financier dont ils dépendent s'arrête jusqu'à ce que vous en décidiez autrement. Elle a laissé cela pénétrer mon esprit. Puis elle a ajouté presque doucement. Il y a encore une chose que vous devriez savoir. Une signature imitée sur une modification d'acte n'est pas seulement une affaire civile. En France, cela peut être qualifié de faux et usage de faux, ce qui est un délit pénal sérieux. Je ne dis pas que vous devez aller jusque-là, mais vous devriez savoir que vous le pourriez. Ma chaise est soudainement devenue beaucoup plus confortable. Cette nuit-là, de retour dans mon appartement, j'ai ouvert l'application d'enregistrement sur mon téléphone. Je n'avais pas réécouté l'appel de Chloé depuis qu'il avait eu lieu il y a 2 mois. À l'époque, je l'avais classé comme agaçant mais inoffensif. Juste Chloé faisant du Chloé, essayant d'obtenir ce qu'elle voulait avec une voix douce et une demande détournée. Maintenant, avec tout ce que je savais, cela semblait complètement différent. J'ai mis mes écouteurs et appuyé sur lecture. La voix de Chloé a rempli ma tête, chaleureuse et décontractée, comme elle devient quand elle veut quelque chose mais ne l'a pas encore demandé. Je dis juste Camille, tu es tellement occupée tout le temps. Tu as ta carrière, ton appartement, toute ta vie là-bas. Ne serait-ce pas plus simple si tu prenais un peu de recul? Laisse maman gérer les trucs du fond et la maison. Honnêtement, si ton nom n'était plus dessus, tu n'aurais plus à t'inquiéter des paiements. Ce serait un soulagement, non? Je me souvenais avoir pensé à l'époque qu'elle était maladroite mais pas malveillante. Juste Chloé essayant de simplifier son monde. Puis vint la phrase à la 32e minute de l'enregistrement. J'ai juste besoin que tu ne sois plus dans la gestion des fonds et plus sur l'acte de propriété. Alors tout deviendra plus simple pour tout le monde. J'ai fait une pause, je suis revenu en arrière, j'ai réécouté. J'ai juste besoin que tu ne sois plus dans la gestion des fonds et plus sur l'acte. Besoin, pas envie, pas ce serait bien si, mais besoin. Elle m'avait dit exactement ce qu'elle allait faire. Elle l'avait dit à haute voix dans un téléphone qui enregistrait après un signal sonore qu'elle avait soit ignoré, soit pas entendu. Et puis quand je ne me suis pas portée volontaire pour disparaître, elle a imité mon nom et a fait en sorte que maman livre l'avis d'expulsion déguisé en décision familiale. J'ai sauvegardé le fichier de nouveau. Cloud, clé USB, email à moi-même. 3 copies. Parce que dans ma famille, la vérité a l'habitude de se perdre. Je ne savais pas encore quand je l'utiliserais ni comment. Mais je savais ceci. Cet enregistrement était la seule carte que Chloé ne savait pas que j'avais. Et j'allais attendre exactement la bonne table pour la jouer. Vendredi après-midi, bureau de Janet. J'étais assise face à elle avec un bloc-notes que j'avais rempli des 2 côtés. Elle en avait un identique. Parcourons cela, dit-elle, étape par étape, ce que vous pouvez faire, ce qui est de votre droit, et quelles en seront les conséquences pour eux et pour vous. Étape 1, informer la banque que le formulaire de modification d'acte a été soumis avec une signature imitée. Janet enverrait une lettre formelle avec des preuves à l'appui. Ma signature réelle du prêt original contre la fausse sur la modification. La banque serait légalement tenue de geler la transaction de renégociation en attendant l'enquête. Étape 2, en tant qu'unique gestionnaire de l'assurance vie de grand-mère, j'avais toute autorité pour geler tous les versements. Pas besoin d'ordre du tribunal. Pas besoin de l'approbation d'un membre de la famille. Une signature de ma part, un appel à l'institution financière, et 86 000 € passés en verrouillage. Étape 3, arrêter les prélèvements automatiques du crédit. J'étais co-emprunteuse, pas l'emprunteuse principale. Martine était la principale. Si j'arrêtais de payer, l'obligation incombait entièrement à elle, et sa capacité financière ne pouvait pas supporter le prêt seul. La banque émettrait un avis formel sous 30 jours. Si elle ne pouvait pas rattraper le retard ou renégocier de manière indépendante, la procédure de saisie commencerait. Étape 4, Janet envoie une mise en demeure en mon nom, informant la famille que je me retirais de toutes les obligations financières partagées avec effet immédiat. J'ai écouté chaque étape, j'ai hoché la tête à chacune, puis j'ai posé la question que mes tripes ne voulaient pas lâcher. S'ils perdent la maison.
Janet n'a pas scié. Camille, ils vous ont dit de partir. Vous partez. Vous ne leur prenez pas la maison. Vous vous retirez d'un prêt qu'ils ne peuvent pas assurer sans vous. Si cela provoque un effondrement, c'est que la structure n'a jamais été saine. J'ai pris le stylo et signé la lettre d'autorisation. Le stylo semblait plus lourd qu'il ne le devrait. Pas parce que je doutais de la décision, mais parce que je savais qu'une fois l'encre sèche, il n'y aurait pas de retour en arrière. Pas de résolution discrète, pas d'appel tardif pour tout ranger dans le tiroir. C'était le son d'un pont que je ne brûlais pas. J'arrêtais simplement d'être le pont. Lundi matin, je me suis rendue à la banque pendant ma pause déjeuner. L'agence était calme. Quelques clients au guichet. Une musique douce dont je ne connaissais pas le nom. Le bourdonnement des néons. Je me suis assise avec un conseiller nommé Daniel. Un homme agréable avec une cravate bleue et un stylo. Il cliquait nerveusement avec son stylo en parlant. J'ai présenté mes documents de gestionnaire, ma pièce d'identité, l'acte original, une lettre de Janet confirmant ma position légale. Daniel a tout examiné, cliquant son stylo exactement 14 fois. Puis il a levé les yeux. Mademoiselle Lefebvre, vous êtes l'unique gestionnaire de ce compte. Pas d'autres signataires, pas de co-gestionnaire, pas de bénéficiaire secondaire avec autorité de retrait. Clic. Que souhaitez-vous faire? J'aimerais placer un gel complet sur tous les mouvements de ce compte avec effet immédiat. Aucun retrait, aucun transfert, aucun versement tant que je ne les autorise pas par écrit. Il a cligné des yeux. Une raison particulière. J'ai des inquiétudes concernant un éventuel accès non autorisé. Je souhaite effectuer un examen de toute l'activité avant d'autoriser tout nouveau mouvement. C'était un langage qu'il comprenait. Il a tapé pendant 2 minutes, a imprimé un formulaire, l'a fait glisser sur le bureau. J'ai signé. 86 000 € verrouillés. Daniel a dit, vous recevrez un email de confirmation d'ici 1 heure. Personne d'autre ne pourra accéder à ces fonds sans votre autorisation écrite et une décharge notariée. Merci Daniel. Je suis sortie sous le soleil d'octobre. L'air était vif. Les feuilles tournaient. Je suis restée sur le trottoir un instant et j'ai ressenti quelque chose que je n'attendais pas. Pas du triomphe, pas de la satisfaction, mais de la légèreté. Comme si je venais de poser une valise que je n'avais pas réalisé porter à chaque porte depuis 4 ans. C'était l'étape 1. Les fonds étaient sécurisés. L'argent de grand-mère était à l'abri. Mais le véritable tremblement de terre arrivait. Parce que quand Chloé essaierait d'accéder à ce compte, et elle essaierait, j'en étais sûre, elle se heurterait à un mur qu'elle ne pourrait pas charmer, pleurer ou falsifier. Et ce mur porterait mon nom. Mardi, le clerc de Janet a envoyé 3 emails avant midi. Le premier est allé à l'établissement de crédit, un avis formel de fraude à la signature sur le formulaire de modification d'acte, accompagné d'une comparaison côte à côte de ma signature réelle et de la fausse. Plus mon attestation sur l'honneur confirmant que je n'avais jamais autorisé le changement. La lettre de Janet demandait un blocage immédiat de toutes les transactions en cours liées à la propriété jusqu'à ce que la banque termine son examen interne. Le deuxième email est allé au même prêteur, les informant que moi, en tant que co-emprunteuse, je résiliais mon autorisation de prélèvement automatique à compter du prochain cycle de facturation. La lettre citait mon droit légal de cesser les paiements volontaires sur un prêt où l'emprunteuse principale, Martine Lefebvre, avait initié des modifications non autorisées sans mon consentement. Le troisième email est allé directement à la famille Lefebvre via l'adresse email que Martine avait au dossier, sous forme de mise en demeure formelle. Il indiquait dans un langage juridique clair que Camille Lefebvre se retirait de toutes les obligations financières partagées, qu'aucun autre paiement ne serait effectué pour le crédit, les assurances ou toute autre dépense commune, et que toutes les communications futures devaient être dirigées vers Maître Janet Morin. 3 emails, 12 pièces jointes au total, 3 clics sur le bouton envoyer. À 16 h cet après-midi-là, le prêteur avait répondu. La transaction de renégociation était gelée, en attente d'une enquête pour fraude. La modification de l'acte était signalée. Aucun changement au titre de propriété ne serait traité jusqu'à nouvel ordre. Je suis restée assise dans ma voiture au parking après le travail.
Moteur coupé, les mains sur le volant. Elle tremblait, pas de peur. Mais du vertige étrange de faire quelque chose d'irréversible. Dans 48 à 72 heures, ces lettres arriveraient. Maman découvrirait que le paiement du crédit n'était pas passé, que la renégociation était morte, que le fonds était bloqué, l'avis de résiliation d'assurance arriverait sous 30 jours. Chaque filet de sécurité que j'avais construit sous eux, chaque menace invisible d'argent et de signature et de fiabilité avait disparu. Pas coupé, juste lâché. De la même manière qu'on lâche une corde quand la personne à l'autre bout vous dit qu'elle n'a plus besoin de vous. J'ai tourné la clé, suis sorti du garage, et traversé les embouteillages parisiens les vitres baissées, l'air froid remplissant la voiture, et j'ai attendu que mon téléphone commence à sonner. Cela n'allait pas tarder. Il a fallu exactement 51 heures. J'étais à mon bureau jeudi matin en train de réviser un rapport d'exposition client quand mon téléphone a commencé à vibrer. Pas la vibration unique et polie d'un SMS, mais l'impulsion longue et insistante d'un appel, puis un autre, puis encore un autre. Je n'ai pas regardé tout de suite. J'ai terminé mon paragraphe, sauvegardé le fichier, puis j'ai retourné le téléphone. 19 appels manqués de maman, 8 de papa, 14 de Chloé, 5 d'un numéro que je ne reconnaissais pas, 46 au total. Les SMS s'empilaient comme des briques. Maman, Camille, rappelle-moi tout de suite. Maman, ce n'est pas un jeu maman, quelque chose s'est passé avec la banque et tu dois régler ça. Chloé, Camille, qu'est-ce que tu as fait? Chloé, la renégociation est bloquée. Ils ont dit que ton avocat avait envoyé quelque chose. Chloé, appelle-moi maintenant. Papa, ma puce, s'il te plaît rappelle. Ta mère est très bouleversée. Papa, nous devons parler de la situation de la maison. Et puis celui qui m'a fait poser mon café et le lire 2 fois. Un email du numéro inconnu. En-tête professionnelle. Maître Grégory Pratt, avocat, représentant Martine Lefebvre. Chère mademoiselle Lefebvre, je représente votre mère, Martine Lefebvre, concernant la propriété résidentielle située à l'adresse indiquée. Il a été porté à notre attention que plusieurs actions financières ont été entreprises qui impactent directement les intérêts de notre cliente. Nous aimerions organiser une conversation immédiate pour discuter d'une résolution. Veuillez répondre dans les plus brefs délais. Et au bas, presque comme une réflexion après coup. Nous avons un grave problème. Je l'ai lu une fois de plus. Puis je me suis calé dans mon fauteuil et j'ai ri. Pas un rire amer, pas un rire de méchante de film, juste le son surpris et involontaire d'une femme qui avait passé 6 ans à répondre à chaque appel à la première sonnerie, et qui venait de voir 46 appels passés en messagerie vocale. 46. Ce chiffre continue de tourner dans ma tête parce que je me souviens avoir pensé, c'est à peu près un appel pour chaque 3000 € que je leur ai donné. C'est drôle comme on avance sans toi devient vite rappelle-nous immédiatement. J'ai pris mon téléphone, ouvert l'email de Grégory Pratt et l'ai transféré à Janet. Puis j'ai tapé une ligne dans le corps du message. Organisons la réunion. Chloé n'a pas attendu la réunion. Elle n'a jamais été patiente. Les SMS ont commencé à pleuvoir jeudi après-midi, les uns après les autres, espacés juste assez pour suggérer qu'elle faisait les 100 pas en tapant. Camille, je ne sais pas ce que tu as dit à la banque, mais tu dois annuler ça. Maman est en train de craquer. Puis 12 minutes plus tard. Ce n'est pas entre toi et moi, d'accord. C'est pour la famille. Tu mets maman et papa dans une situation vraiment dangereuse en ce moment. 20 minutes après. Je n'ai jamais voulu que tout aille aussi loin. Tu le sais. Nous étions juste en colère. On dit des choses quand on est en colère. Et le coup de grâce, celui qu'elle devait considérer comme son atout. Tu es vraiment, vraiment égoïste en ce moment, Camille. D'un égoïsme incroyable. Je me suis assise à mon comptoir de cuisine et j'ai lu chaque message attentivement. Pas parce que j'avais besoin de les comprendre. Je les comprenais parfaitement. Je les lisais parce que je voulais cataloguer le schéma une dernière fois avant d'arrêter d'y participer pour toujours. Message 1, détourner l'attention. Faire porter le chapeau sur ce que j'ai fait, pas sur ce qu'elle a fait. Message 2, invoquer le bouclier familial. Utiliser maman et papa pour déclencher ma culpabilité.
Message 3, minimiser, réécrire le message vocal comme une erreur sous le coup de l'émotion. Effacer la signature imitée, l'email changé, le plan en 3 étapes. Message 4, l'étiquette, égoïste, le mot qu'elle savait que je fuyais depuis mes 14 ans. 4 messages, 0 excuse, aucune mention du message vocal, aucune mention de la signature falsifiée, aucune mention de la modification d'acte qu'elle avait soumise sous mon nom sans mon consentement. Toujours la même Chloé, toujours la même stratégie, juste plus bruyante maintenant que les enjeux étaient réels. J'ai répondu par un seul message. Demande à ton avocat de contacter la mienne. Et j'ai joint la carte de visite de Janet en fichier de contact. 30 secondes de silence. Puis 3 petits points gris sont apparus. Ont disparu. Sont apparus de nouveau. Tu es sérieuse là? J'ai fermé l'application, posé le téléphone sur le comptoir, écran vers le bas, puis un dernier message de Chloé. Je l'ai vu dans ma bannière de notification avant de couper la discussion. Très bien, mais ne viens pas te plaindre de ce qui va arriver ensuite. J'ai presque souri parce que cette phrase, ne me reproche pas ce qui va arriver ensuite, était la chose la plus honnête que Chloé ait dite depuis des années. Elle planifiait déjà son prochain coup et elle voulait se couvrir d'avance. La différence maintenant était que je planifiais aussi et mes plans étaient accompagnés de documents. Vendredi soir, je préparais le dîner. Des pâtes, rien de spécial. Quelque chose pour occuper mes mains. Quand mon téléphone a sonné, le numéro de papa. J'ai décroché parce que la dernière fois que papa avait appelé 2 fois en une semaine, c'était quand il était allé aux urgences, réflexe. La fille responsable répondant à l'appel responsable. Mais ce n'était pas papa. Camille Marie Lefebvre. La voix de maman. Prénom et nom complet. Le ton qu'elle utilise quand elle veut que tu te sentes comme si tu avais encore 11 ans. Je ne sais pas ce qui t'arrive, mais tu es en train de détruire cette famille. Ton père n'a pas dormi depuis 3 jours. La banque a envoyé une lettre pour le crédit. L'assurance dit que notre couverture prend fin. Et maintenant Chloé me dit que tu te caches derrière un avocat comme si nous étions des étrangers. J'ai baissé le feu sous la casserole. Maman, tu m'as envoyé un message vocal me disant de ne pas revenir. Je fais ce que tu as demandé. C'était parce que j'étais bouleversée. Tu sais comment je suis. Mais ce gel des comptes, ces arrêts de paiement, c'est de la méchanceté gratuite de ta part. J'ai arrêté de payer pour des choses qui ne sont plus à moi. Tu m'as dit que je n'étais pas de la famille. Si je ne suis pas de la famille, je ne suis pas financièrement responsable de la famille. Silence. 2 secondes. 3. Puis après tout ce que j'ai sacrifié pour toi, après toutes les années que j'ai passées à t'élever, c'est comme ça que tu me remercies. C'était là. Le scénario. Le même chantage affectif qui m'avait fait signer des chèques pendant 6 ans. Je sacrifie, tu es redevable, le grand livre familial éternel où mon côté était toujours dans le rouge. Maman, je ne remercie personne. J'arrête de payer. Il y a une différence. Son souffle s'est fait court. Tu le regretteras, Camille. Je te le dis, tu repenseras à ce moment et tu auras honte. Peut-être. Mais si j'ai honte, ce sera pour mes propres raisons, pas parce que tu me dis de l'avoir. J'ai raccroché, posé le téléphone près de la cuisinière. Mes mains tremblaient. L'eau des pâtes débordait, sifflant sur le brûleur. Je ne pleurais pas. Ou si je le faisais, ce n'était pas de culpabilité. C'était le genre de chagrin qui survient quand on réalise que la personne qu'on espère voir sa mère devenir n'existe pas. N'a jamais existé. Et aucune somme de mensualité de crédit n'allait jamais la construire. J'ai éteint le feu. Je n'avais plus faim. Mais j'ai remarqué quelque chose en restant debout dans cette cuisine silencieuse avec la vapeur tourbillonnant autour de moi. Martine n'avait pas mentionné la signature imitée. Pas une seule fois. Soit elle n'était pas au courant de ce que Chloé avait fait, soit elle le savait et avait décidé que cela n'avait pas d'importance. Je ne savais pas ce qui était le pire. Samedi matin, mon téléphone est devenu un tableau d'affichage de personnes à qui je n'avais pas parlé depuis des mois. Tante Hélène, la sœur cadette de maman, a envoyé un SMS en premier. Ma chérie,
ta mère est hors d'elle. Quel que soit ce désaccord, ne pouvez-vous pas simplement en discuter? Elle dit que tu essaies de prendre la maison. Puis l'oncle Robert, du côté de papa, j'ai entendu des choses. Tu sais, la famille passe avant tout, non. Ne laisse pas l'argent gâcher ce qui compte. Puis un cousin que j'avais rencontré exactement 2 fois. Salut Camille. Je ne sais pas trop ce qui se passe, mais Chloé semble vraiment blessée. Je voulais juste dire que tu devrais probablement appeler ta mère. L'un après l'autre, toute la matinée, tous avec les mêmes empreintes invisibles. J'ai ouvert Facebook. Je n'avais rien posté depuis des semaines, mais j'avais un pressentiment. Et c'était là. Le dernier statut de Chloé posté à 23h la veille. Quand ton propre sang te tourne le dos pour des questions d'argent, la famille ne devrait jamais être une question de transaction. Certaines personnes ne se soucient que du contrôle. Je prie pour la guérison. 47 j'aime, 22 commentaires, des cœurs et des mains jointes, et reste forte ma belle, de la part de gens qui n'avaient aucune idée de ce qui s'était réellement passé. Un commentaire de tante Hélène. Nous t'aimons ma puce. La vérité finit toujours par éclater. Oui, pensais-je, en effet. Ma poitrine s'est serrée. Le vieux réflexe s'est activé. Le besoin d'expliquer, de corriger, de poster ma propre version, d'aligner les preuves et de montrer à tout le monde le tableau Excel, la signature imitée et le message vocal. J'ai tapé 3 réponses différentes, j'ai effacé les 3. Puis je me suis souvenu de ce que Marc m'avait dit autour d'un café 2 jours plus tôt quand j'avais avoué avoir peur d'être la méchante dans l'histoire de Chloé. Ne combat pas leur version sur leur terrain, avait-il dit en remuant son café sans lever les yeux. Apporte la vérité dans la bonne pièce. La bonne pièce, pas Facebook, pas un groupe WhatsApp. Pas un appel téléphonique où maman peut raccrocher quand les faits deviennent dérangeants. Une pièce avec une table, avec des avocats, avec des documents où les pleurs ne l'emportent pas sur les preuves et où le je suis la victime doit rivaliser avec les dates et les signatures. J'ai fermé Facebook, ouvert mes emails, écrit à Janet. Je pense qu'il est temps pour la réunion. Tous ensemble, face à face avec tout ce que nous avons. Janet a répondu en 11 minutes. D'accord. Je coordonne avec Pratt. Vendredi, mon bureau. 5 jours. 5 jours avant que chaque histoire que Chloé avait racontée doive survivre à une table de conférence. J'ai posé mon téléphone sur le comptoir de la cuisine et je me suis versé un 2e café. Mes mains étaient stables. Lundi après-midi, Janet m'a appelé de son bureau en haut-parleur pour que je puisse écouter. Elle avait joint Grégory Pratt. La conversation était polie de la même manière qu'une partie d'échecs est polie. Des mouvements contrôlés, un langage mesuré, rien d'inutile. Maître Pratt, je représente Camille Lefebvre. Comme vous le savez, ma cliente est co-emprunteuse du crédit et copropriétaire sur l'acte pour la propriété que votre cliente occupe. Elle est également l'unique gestionnaire de l'assurance vie de la famille Lefebvre. Je suis au courant des arrangements financiers, a dit Grégory. Sa voix était prudente, professionnelle. Alors vous devriez également savoir qu'un formulaire de modification d'acte a été soumis au notaire portant la signature de ma cliente, une signature que ma cliente n'a pas apposée. Une analyse comparative montre des écarts évidents. Le service des fraudes de la banque a signalé le document et gelé la renégociation en cours. Silence. J'ai compté jusqu'à 8. 8 secondes de vide de la part d'un homme qui facture 400 € de l'heure. Êtes-vous en train de dire, a demandé Grégory lentement, que ma cliente a soumis un document falsifié? Je dis qu'un document portant une signature que ma cliente n'a pas exécutée a été soumis sous son nom. Le notaire et le prêteur ont tous deux été informés. L'enquête de la banque se poursuit indépendamment de notre cabinet. Encore du silence puis la voix de Grégory nettement plus tendue. Je vais devoir en conférer avec mes clients à ce sujet. Je vous recommande de le faire rapidement, Maître Pratt, avant que le service des fraudes de la banque ne le fasse pour vous. L'appel s'est terminé par une confirmation de date pour vendredi. Janet a raccroché et s'est tournée vers moi. Son hésitation m'a tout dit. Il n'était pas au courant pour la signature imitée. Elle a croisé les mains sur le bureau.
Cela signifie soit que votre mère n'a pas dit la vérité à son propre avocat, soit que votre mère ne savait pas. Si Martine ne savait pas, alors Chloé a fait ça toute seule et n'a rien dit à personne. Elle l'a dit à une personne, ai-je dit. À moi. Lors d'un appel enregistré. Les yeux de Janet se sont plissés. Pas de suspicion, mais de satisfaction. Vendredi va être très intéressant. Mercredi soir, je rangeais après le dîner, une assiette dans l'évier, l'eau coulant, quand mon téléphone a sonné. Papa. Réellement papa cette fois. Camille. Sa voix était la plus basse que j'ai jamais entendue. Pas en colère, pas avec l'autorité répétée qu'il empruntait parfois à maman. Juste fatigué. Le genre de fatigue qui s'installe dans les os. Salut papa. L'avocat. Notre avocat a appelé aujourd'hui. Il a dit qu'il y avait un problème avec les papiers de la maison. Quelque chose à propos d'une signature qui ne correspond pas. Il a fait une pause. J'ai laissé le silence s'étirer. L'eau coulait toujours dans l'évier. Il dit que quelqu'un pourrait avoir signé ton nom sur un formulaire. C'est exact. Est-ce que tu... Une autre pause. Je pouvais l'entendre respirer. Est-ce que tu sais qui a fait ça? Tu devrais demander à Chloé. La respiration s'est arrêtée. Chloé. Le formulaire a été soumis sous son nom papa, représentante familiale autorisée. Elle l'a soumis 3 jours avant que maman ne m'envoie ce message vocal. Silence. Assez long pour que je vérifie si l'appel n'avait pas coupé. Ce n'était pas le cas. Le compteur de secondes tournait toujours. Tu en es sûr? J'ai les relevés de soumission. Mon avocate a la comparaison de signatures. La banque a signalé une fraude. Oui papa. J'en suis sûre. J'ai entendu quelque chose au téléphone. Un grincement de chaise comme s'il s'était assis lourdement. Ou peut-être était-ce ses genoux. Laisse-moi en parler à ta mère. Et c'était là. La phrase qu'il avait prononcée 100 fois au cours de ma vie. Laisse-moi en parler à ta mère. L'éternel report. L'homme qui n'arrivait jamais tout à fait à avoir sa propre opinion avant de la valider avec Martine d'abord. Papa, je n'appelle pas pour demander une permission. Je ne te demande pas de régler le problème. Tu m'as posé une question et j'y ai répondu. Si la famille veut résoudre cela, cela se passe vendredi. Au cabinet de Maître Morin avec les documents. Camille, je t'aime papa, mais j'en ai fini de parler à travers des murs. J'ai raccroché. L'eau dans l'évier était devenue froide. J'ai séché mes mains et je suis restée dans la cuisine pendant un long moment. Ce qui m'a frappé n'était pas la colère. C'était quelque chose de plus triste. Leçon de mon père réalisant à 59 ans que la mauvaise fille disait la vérité depuis le début et qu'il avait passé des décennies à choisir de ne pas vérifier. Jeudi, l'assistante de Janet a envoyé l'invitation formelle au cabinet de Grégory Pratt. Une réunion dans la salle de conférence de Janet vendredi à 14 h. Participants, Camille Lefebvre, Martine Lefebvre, Jean-Pierre Lefebvre, Chloé Lefebvre, Janet Morin, Grégory Pratt. Janet et moi avions revu les règles de base ensemble. Si je devais m'asseoir face à toute ma famille pour la première fois depuis le message vocal, j'avais besoin de structure, pas d'émotion. Règle numéro 1, pas de cri. Si l'une des parties élevait la voix, la réunion serait immédiatement ajournée. C'était une discussion professionnelle, pas une dispute de table de cuisine. Règle numéro 2, les affirmations nécessitent des documents. N'importe qui pouvait dire n'importe quoi, mais s'ils voulaient être pris au sérieux, ils avaient besoin de papier pour le prouver. Règle numéro 3, je présenterai en premier sans interruption mon cas, ma chronologie, mes preuves, questions après. Grégory a accepté les 3 conditions dans l'heure. Il n'a discuté aucune d'entre elles, ce qui me disait quelque chose d'important. Ses clients avaient plus besoin de moi que je n'avais besoin d'eux. Ils avaient besoin de ma signature, de mes paiements, de ma coopération. Sans cela, ils faisaient face à une renégociation gelée, une assurance expirée, un fonds bloqué et un crédit qu'ils ne pouvaient pas porter seuls. J'ai préparé mon dossier comme je prépare un audit client. Organisé, étiqueté, dévastateur.
Onglet 1, le tableur, 143 000 euros. Onglet 2, la signature imitée côte à côte avec l'original. Onglet 3, la trace des emails montrant les modifications non autorisées de Chloé sur le compte joint. Onglet 4, la chronologie. Modification de l'acte, changement de mail, message vocal, suppression du groupe WhatsApp, tout daté, tout documenté. Et glisser dans la couverture arrière dans une petite enveloppe, une clé USB avec l'enregistrement. Je n'avais pas encore décidé si j'allais le diffuser. Cela dépendrait de ce qui se passerait dans la pièce, de si Chloé dirait la vérité ou si elle ferait ce qu'elle faisait toujours. Marc m'a envoyé un SMS ce soir-là. Prête pour demain. J'ai répondu, dossier prêt, main stable. Il a répondu, tu ne leur dois pas d'explication. Ce sont eux qui t'en doivent une. Vas-y. J'ai réglé mon réveil pour 6 heures du matin. Préparé mes vêtements. Bu une infusion à la camomille, que je déteste, parce que quelqu'un m'a dit un jour que ça aidait pour les nerfs. Ça n'a pas aidé, mais le dossier sur ma table de chevet, oui. Vendredi, 14 heures. Salle de conférence de Maître Morin au 3e étage. Parois de verre, une longue table en noyer, 6 fauteuils en cuir, et une carafe d'eau que personne ne toucherait. Je suis arrivé 10 minutes en avance, j'ai posé mon dossier sur la table, aligné les bords. Janet s'est assise à ma gauche, ordinateur ouvert, bloc-notes prêt. Aucune de nous n'a parlé. La pièce sentait le tonneur d'imprimante et le léger parfum de citron du produit de nettoyage. À 13h58, la porte s'est ouverte. Maman est entrée la première. Chemisier bleu marine, le menton haut, son sac serré contre ses côtes comme un bouclier. Elle m'a regardé pendant exactement 1 seconde, pas mon visage, mais mon dossier, puis s'est assise sur la chaise la plus éloignée sans un mot. Papa a suivi. Polo gris, les mains dans les poches. Il a jeté un regard vers moi et quelque chose a traversé son visage. Pas tout à fait de la culpabilité, pas tout à fait de la honte, quelque chose entre les deux qui n'avait pas de nom. Il s'est assis à côté de maman et a croisé les mains sur la table. Puis Chloé. Elle est entrée la dernière, ce qui était délibéré. Elle portait un gilet rose doux sur une chemise blanche. Ses yeux étaient rougis, frottés récemment, peut-être réellement larmoyants, peut-être pas. Sa lèvre inférieure faisait ce léger tremblement qu'elle perfectionnait depuis l'école primaire. Elle a approché sa chaise de celle de maman et a cherché la main de maman sous la table. La performance était parfaite. Si vous ne connaissiez pas le scénario, vous penseriez qu'elle était la victime dans cette pièce. Grégory Pratt est entré derrière elle, costume gris, poignée de main ferme avec Janet, un bref signe de tête pour moi. Il s'est assis au bout de la table, à égale distance des deux parties, ce qui était techniquement neutre et pratiquement inutile. Janet a commencé. Merci à tous d'être ici. Cette réunion a pour but d'aborder les questions financières et juridiques qui ont surgi ces dernières semaines. Mademoiselle Lefebvre présentera en premier comme convenu par les deux conseils. Elle ne sera pas interrompue. J'ai ouvert le dossier, levé les yeux, établi un contact visuel avec ma mère pour la première fois depuis qu'un message vocal avait tenté de m'effacer de la famille. Je vais commencer, ai-je dit, par un chiffre. J'ai fait glisser le tableau Excel au centre de la table. 5 copies, une pour chaque personne, une pour le procès-verbal. 143 214 €. J'ai laissé le chiffre flotter dans l'air. Personne n'a bougé. C'est ce que j'ai contribué à cette famille au cours des 6 dernières années. Paiement de crédit sur cette propriété, 66 600 €. Mutuelle pour maman et papa, 19 200 €. Prêt auto de Chloé, 5 320 €. Dépenses d'urgence, opération, réparation de toiture, caution, facture de dentiste, le reste. Chaque paiement est documenté. Date, montant, relevé de compte, tout est sur cette feuille. Les yeux de maman parcouraient la page. Je l'ai regardé scanner chaque ligne comme on regarde quelqu'un lire un rapport médical inattendu. C'est ce que j'ai donné, ai-je dit. Pas comme un prêt, pas sous contrat, juste parce qu'on me l'a demandé et parce que je croyais que c'était ce que signifiait la famille. Maman a ouvert la bouche. Janet a levé un doigt, calme, ferme.
Madame Lefebvre, vous aurez votre tour. J'ai sorti le deuxième document du dossier. 2 feuilles côte à côte. Je les ai posées à plat sur la table et les ai tournées pour que tout le monde puisse lire. À gauche, ma signature du contrat de prêt original datant de 3 ans. À droite, une signature soumise sur un formulaire de modification d'acte demandant mon retrait du titre de propriété. J'ai marqué une pause. Je n'ai pas signé ce formulaire. Je ne l'ai pas autorisé. Je n'en connaissais pas l'existence jusqu'à ce que je le découvre dans mes emails après avoir été exclu de cette famille par message vocal. Grégory Pratt s'est penché en avant, étudiant les 2 signatures. Sa mâchoire s'est crispée. Le formulaire a été soumis par voie électronique, ai-je continué, par Chloé Lefebvre, répertoriée comme représentante familiale autorisée. 3 jours avant le message vocal. L'atmosphère de la pièce a changé. Pas un bruit, plutôt un changement de pression. La main de papa s'est portée à son front. Grégory s'est rassis lentement. La poigne de Chloé sur la main de maman s'est resserrée. Et maman. Maman a regardé les signatures, puis maman m'a regardé. Puis pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans cette pièce, elle a regardé Chloé. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle a dit que quelqu'un avait imité ma signature, ai-je dit, pour voler ma part d'une maison que j'ai payée. Je n'ai pas dit qui. Je n'avais pas besoin de le faire. Tous les regards dans la pièce s'étaient déjà tournés vers elle. Chloé a lâché la main de maman. Ce n'est pas. C'est insensé. Je n'ai rien imité du tout. Sa voix montait. Camille fait ce qu'elle fait toujours. Elle manipule la situation. Elle se fait passer pour la victime parce qu'elle ne peut pas supporter que nous. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'en avais pas besoin. Chloé. Un seul mot, plat, calme. Il a coupé sa phrase comme une lame à travers du papier. Avant que tu ne termines cette pensée, je veux que tu écoutes quelque chose. J'ai cherché dans la couverture arrière du dossier, sorti la petite enveloppe et retiré la clé USB. L'ordinateur de Janet était déjà connecté à un haut-parleur sur la table. Je l'ai branché, trouvé le fichier et survolé le bouton de lecture. Ceci est l'enregistrement d'un appel téléphonique entre toi et moi 2 mois avant le message vocal. L'appel a été signalé au début par un signal sonore. Si vous souhaitez contester son authenticité, Maître Pratt peut le faire vérifier. Le visage de Chloé est devenu livide. Pas rouge. Blanc. Le genre de blanc qui arrive quand le sang se retire. J'ai cliqué sur lecture. La pièce s'est remplie de la voix de Chloé. Chaleureuse, décontractée, cajoleuse. J'ai juste besoin que tu ne sois plus dans la gestion des fonds et plus sur l'acte. Alors tout deviendra plus simple pour tout le monde. L'enregistrement s'est terminé. Personne n'a bougé. J'ai regardé Martine. Elle fixait le haut-parleur comme s'il l'avait physiquement frappé. Ses lèvres étaient légèrement entr'ouvertes. Aucun mot. J'ai regardé papa. Ses yeux étaient fermés. Sa main était toujours sur son front. J'ai regardé Grégory Pratt. Il avait posé son stylo sur la table et croisé ses mains, la posture universelle d'un avocat recalculant sa position. Et j'ai regardé Chloé. Elle regardait maman, cherchant la bouée de sauvetage qui avait toujours été là. La défense immédiate, le elle ne le pensait pas, la redirection instantanée de la faute sur moi. Maman n'a pas rendu son regard. 15 secondes de silence. Je les ai comptées comme on compte les secondes entre l'éclair et le tonnerre, attendant de savoir à quelle distance se trouvait l'impact. C'était le moment le plus bruyant que ma famille ait jamais connu. Puis Chloé a craqué. C'est hors contexte. Je ne le pensais pas comme ça. Je parlais juste. Je disais juste des choses. Les gens disent des choses. La voix de Janet était stable comme un scalpel. L'enregistrement est daté de 2 mois avant qu'un document falsifié portant la signature de Mademoiselle Lefebvre ne soit soumis pour la retirer de l'acte. Le contexte, je dirais, est remarquablement clair. Chloé s'est tournée de nouveau vers maman. Sa lèvre tremblait. Réellement cette fois. Ou peut-être pas. Je ne pouvais plus faire la différence. Maman.
Maman, tu me crois, n'est-ce pas? Elle déforme tout. Elle fait toujours ça. Martine Lefèvre n'a pas regardé sa fille cadette. Elle fixait le tableur, la colonne intitulée Total, le chiffre en bas qui représentait 6 ans de la vie de sa fille aînée convertie en euros et centimes payés sans un seul merci. Elle n'a rien dit. Et dans ce silence précis et dévastateur, quelque chose a basculé dans la pièce qui ne pourrait jamais être remis en place. J'ai fermé le dossier. Lentement. Le son de la couverture rencontrant la dernière page était le seul bruit dans la pièce. Martine s'est tournée vers moi. Sa voix était différente maintenant, plus petite. Camille, je ne savais pas pour la signature. Je te le jure, je ne savais pas. Je te crois maman, que tu ne savais pas pour la signature. Elle a expiré. Mais tu savais quand tu as enregistré ce message vocal. Tu savais quand tu m'as supprimé du groupe WhatsApp. Tu savais chaque fois que Chloé te racontait une histoire sur moi. Et tu n'as jamais appelé une seule fois pour demander si c'était vrai. Tu as choisi une version qui était confortable. Et j'en ai payé le prix. En argent, en années, en chaque fête où j'étais assise au bout de la table et où je me disais que tout allait bien. Le menton de Martine est tombé. Pas un hochement de tête. Plutôt comme si quelque chose à l'intérieur d'elle avait cédé d'une fraction. Je me suis levée. Voici ce qui se passe maintenant. J'ai gardé ma voix égale. Professionnelle. De la même manière que je livre un audit de risque à un client quand les chiffres sont mauvais et qu'il n'y a pas de façon douce de le dire. La gestion de l'assurance vie sera transférée à un cabinet de gestion professionnelle. Je quitte mon rôle de gestionnaire, mais les conditions fixées par grand-mère seront respectées. Éducation et médicale uniquement. Aucune exception. J'ai regardé la table. Je me retire en tant que co-emprunteuse du prêt immobilier. Vous avez 60 jours pour trouver un financement alternatif ou prendre une décision concernant la propriété. Je ne ferai plus aucun paiement. J'ai regardé Grégory Pratt, concernant la signature falsifiée. Je ne déposerai pas de plainte pénale cette fois-ci, mais chaque document, chaque enregistrement, chaque communication a été préservé et est conservé par mon avocate. J'ai regardé Chloé. Elle fixait la table. Son gilet serré autour d'elle. La performance aux yeux rouges s'était finalement effondrée en quelque chose de réel, ou du moins quelque chose de plus proche de la réalité. Chloé, je ne te hais pas, mais je n'ai pas confiance en toi, et je n'ai pas à l'avoir. J'ai pris mon dossier, fait un signe de tête à Janet, et me suis dirigée vers la porte. La voix de papa est sortie, brisée et basse. Camille. Je me suis arrêtée, la main sur la poignée. Je ne me suis pas retournée. 60 jours papa. Utilisez-les bien. La porte a claqué derrière moi. Mes talons résonnaient dans le couloir, réguliers, calmes, sans précipitation. Je n'ai pas regardé en arrière, pas parce que j'étais en colère, mais parce qu'il n'y avait rien derrière moi que je n'eusse déjà dit. En marchant vers ma voiture après coup, je me suis demandé si j'aurais dû m'y prendre différemment, être plus douce, leur donner plus de temps, tenter un dernier appel avant de tout couper. Une partie de moi voulait encore croire qu'une conversation aurait pu arranger les choses. Mais chaque conversation pendant 6 ans s'était terminée de la même façon. Moi m'excusant pour le mensonge de quelqu'un d'autre. Auriez-vous donné une autre chance? Ou seriez-vous sorti de cette pièce de la même manière que moi? Dites-le-moi. Je veux vraiment savoir. 72 heures après la réunion, les pièces sont tombées exactement là où la gravité le prédisait. La maison. Sans moi comme co-emprunteuse, la renégociation de la famille était définitivement morte. La banque a envoyé un avis formel. Martine Lefèvre avait 90 jours pour soit reprendre seule l'intégralité des paiements du crédit, soit trouver un nouveau co-emprunteur avec un dossier solide, soit faire face au début de la procédure de saisie. La capacité financière de Martine ne pouvait pas supporter le prêt seul. Pas du tout. Le fonds a été transféré à un cabinet fiduciaire agréé à Paris dans la semaine suivant la réunion. Chaque euro comptabilisé. Chaque retrait désormais soumis à l'examen d'un tiers par rapport aux conditions originales de grand-mère. Chloé ne pouvait plus charmer, pleurer ou falsifier pour en obtenir un centime.
L'assurance, mon avis de résiliation, a pris effet à la marque des 30 jours. La couverture santé de maman et papa a pris fin un mercredi. Le jeudi, Martine était au téléphone avec les mutuelles, apprenant pour la première fois ce que coûte une assurance quand quelqu'un d'autre ne paie pas pour vous. Près du double de ce que je couvrais. L'avocat, Grégory Pratt, s'est officiellement retiré de la représentation de la famille Lefebvre 10 jours après la réunion. Sa lettre à Martine citait des divergences factuelles irréconciliables, langage juridique poli pour dire votre fille a commis une fraude et vous ne me l'avez pas dit. Ils étaient désormais sans conseil. Et le récit social, celui que Chloé avait construit si soigneusement sur Facebook, a commencé à se fissurer. Tante Hélène a appelé maman après la réunion et a posé des questions pointues. Un cousin du côté de papa m'a envoyé un SMS directement. J'ai entendu dire qu'il y avait des documents falsifiés. Est-ce vrai? Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Les faits faisaient leur propre tournée médiatique. Rien de tout cela n'était de la vengeance. Je veux être clair là-dessus. Je n'ai pas orchestré d'effondrement. Je me suis retiré d'une structure qui ne tenait debout que parce que je la soutenais. Quand j'ai lâché prise, elle a fait ce que fait toute structure non soutenue. Elle a plié. Pas parce que je l'ai poussée, mais parce qu'elle n'avait jamais été construite pour tenir seule. 3 semaines après la réunion, un dimanche après-midi, je lisais sur mon canapé, un vrai livre, des pages de papier, pas d'écran, quand papa a appelé. Sa voix était plus ténue que d'habitude, comme si quelqu'un l'avait étirée sur trop de nuits blanches. Camille, j'avais l'intention d'appeler. Salut papa. Je veux te dire que je suis désolée. Je sais que j'aurais dû le dire plus tôt. J'aurais dû poser des questions quand ta mère a envoyé ce message vocal. J'aurais dû regarder les papiers moi-même au lieu de simplement faire confiance à ce que quelqu'un d'autre gérait. J'ai attendu parce qu'avec papa, l'excuse venait toujours avec le 2e paragraphe. Mais ma chérie, y aurait-il un moyen que tu nous donnes plus de temps pour la maison? Ta mère cherche des options, mais 90 jours c'est. Ce n'est pas beaucoup. Si tu pouvais juste prolonger l'accord de co-emprunt pour quelques mois encore jusqu'à ce que nous trouvions. Papa. Il s'est arrêté. J'ai entendu l'excuse. Je l'apprécie. Vraiment. Mais j'ai aussi entendu le mais. Tu n'appelles pas parce que tu es désolé. Tu appelles parce que la famille a encore besoin de ma signature. Silence, puis doucement. Les deux Camille. C'est les deux. C'est peut-être le cas, mais la réponse est la même. Les 60 jours que j'ai donnés à la réunion sont toujours en vigueur. Rien ne change. Ta mère est terrifiée à l'idée de perdre la maison. Alors maman devrait parler à un conseiller financier. Pas à moi. Encore du silence. Puis la chose qui m'a frappé le plus fort. Pas ces mots, mais le son de son expiration. Longue, dégonflée. Le soupir d'un homme qui sait qu'il demande à la mauvaise fille de régler un problème que l'autre fille a causé, mais qui manque de courage pour le dire à haute voix. Je comprends, a-t-il dit finalement. Papa, oui, je t'aime. Cela n'a pas changé. Mais l'amour ne signifie pas que je m'immole par le feu pour garder quelqu'un d'autre au chaud. Plus maintenant. Il a raccroché sans dire au revoir. Juste un clic et puis rien. Le même silence abrupt qui avait été sa réponse à chaque question difficile toute ma vie. J'ai posé le livre, regardé le plafond. Il s'était excusé et avait demandé une faveur dans le même souffle. Et le pire était que je pense qu'il pensait sincèrement les deux. Le pardon et la demande. Il ne comprenait simplement pas que l'un annule l'autre. Ou peut-être qu'il comprenait. Et c'était la partie la plus triste de toutes. 3 mois plus tard, les feuilles étaient tombées. Le premier gel était passé et revenu. Paris faisait ce que Paris fait en janvier. Froid, gris, obstinément vivant. J'étais assise dans un café près de mon bureau un samedi matin, ordinateur ouvert mais inactif, regardant les gens par la fenêtre, un samedi normal, banal. Et c'était là tout l'intérêt. Pour la première fois de ma vie d'adulte, la banalité semblait être un luxe. L'argent du crédit, 1850 € par mois, allait maintenant sur mon compte d'épargne. J'avais un fonds d'urgence pour la première fois de ma vie.
Je remboursais mes prêts étudiants plus vite que prévu. J'avais réservé un billet pour Biarritz pour un long week-end en février juste parce que je voulais voir l'océan. Je n'avais jamais réservé de voyage juste parce que j'en avais envie auparavant. Chloé et moi ne nous étions pas parlé depuis la réunion. Pas un SMS, pas un message vocal, pas même un j'aime sur une photo. Un silence complet. J'ai vérifié son Facebook une fois par habitude. Elle avait posté un nouveau statut. Nouveau départ. Aucun contexte, aucune mention de moi ou de la maison ou de quoi que ce soit. Juste la version épurée de sa vie aseptisée pour un public qui ne connaissait pas les coulisses. J'ai fait défiler et je n'ai rien ressenti. Et ce rien, ce vide propre et calme où la culpabilité habitait autrefois, était la chose la plus proche de la liberté que j'ai jamais connue. Maman a appelé une fois environ un mois après la réunion. Sa voix était différente. Pas chaleureuse exactement, mais les bords tranchants avaient été polis. Elle a demandé comment j'allais. J'ai dit bien. Elle a dit d'accord. L'appel a duré 90 secondes. Elle ne m'a pas fait de chantage affectif. Elle n'a pas demandé d'argent. Elle n'a pas mentionné Chloé. Ce n'était pas une guérison. C'était un cessez-le-feu. Et pour l'instant, c'était suffisant. Papa a envoyé un SMS pour mon anniversaire. 3 mots. Joyeux anniversaire Camille. Première fois depuis des années. Pas de point d'exclamation, pas d'émoji, juste mon prénom et la reconnaissance que j'existais. C'était le plus petit geste possible, mais c'était le sien. La maison a été vendue 6 semaines après la réunion. Martine l'a mise en vente quand il est devenu clair que personne ne signerait de nouveaux prêts. J'ai signé les papiers pour libérer mon nom de l'acte, les vrais papiers, cette fois avec ma signature réelle. Je n'ai pris aucun produit de la vente. L'acte listait Martine comme propriétaire principale et la plus-value était la sienne. J'avais déjà calculé la perte, 66 000 € de paiement de crédit pour une maison où je n'ai jamais vécu. Je l'ai passé en perte et profit, pas sur mes impôts, mais dans ma tête, le paiement d'une scolarité pour la leçon la plus chère que j'ai jamais apprise. Marc m'a rejointe pour un café cet après-midi-là. Il s'est assis en face de moi, a jeté un regard à mon visage et a dit « Comment te sens-tu » J'y ai réfléchi. Vraiment réfléchi. Plus légère, ai-je dit. Comme si j'avais posé quelque chose que je ne savais pas que je portais. Il a hoché la tête. N'a rien dit d'autre. Il n'en avait pas besoin. Pour la première fois en 6 ans, chaque euro que je gagnais était à moi. Pas à moi pour donner. Pas à moi pour sacrifier. Pas à moi pour prouver que je méritais une place à une table que je payais déjà. Juste à moi. Calmement. Banalement. Magnifiquement à moi. Je ne vous raconte pas cette histoire pour que vous détestiez ma famille. Je vous la raconte parce que quelque part en ce moment, quelqu'un est assis avec son téléphone à la main, fixant une confirmation de virement pour de l'argent qu'il ne peut pas se permettre d'envoyer à quelqu'un qui n'a jamais dit merci une seule fois. Et il se dit la même chose que je me suis dite pendant 6 ans. C'est normal. C'est la famille. C'est ce que fait la famille. Chloé n'est pas un monstre. C'est une personne qui a appris très jeune que mentir est récompensé et que pleurer ouvre les portes. Personne ne l'a jamais obligée à s'arrêter. Personne ne lui a jamais montré de conséquences réelles jusqu'à ce que la conséquence porte mon nom et arrive avec une avocate. Maman n'est pas méchante. C'est une femme qui a construit son identité autour du contrôle, autour du fait d'être le centre d'une famille qui obéit à un scénario qu'elle a écrit. Quand j'ai arrêté de suivre le scénario, elle n'a pas su répondre autrement que par la force. Ce message vocal n'était pas de la cruauté. C'était de la panique déguisée en autorité. Papa n'est pas un méchant. C'est un homme qui a passé toute sa vie à choisir le silence plutôt que la confrontation. Et qui a réalisé un jour que le silence a aussi un prix. Il est encore en train d'apprendre cela. Je pense qu'il pourrait y arriver. Je l'espère. Et moi, je suis la femme qui a enfin compris que le mot famille n'est pas un chèque en blanc. Que aimer quelqu'un ne signifie pas financer sa vie pendant qu'il efface la vôtre. Que les limites ne sont pas une punition. Les limites sont une vérité livrée sans excuse. Je ne sais pas à quoi ressemblera ma famille dans un an.
Cette histoire nous rappelle cruellement que les relations les plus proches peuvent parfois être les plus toxiques. La trahison financière au sein d'une famille est une épreuve dévastatrice, non seulement pour le portefeuille, mais surtout pour l'estime de soi et le sentiment de sécurité. Camille a dû apprendre à la dure que la loyauté ne doit pas être à sens unique et que sacrifier son propre avenir pour maintenir une illusion de paix familiale ne mène qu'à l'épuisement. Il est inspirant de voir comment elle a transformé son expertise professionnelle en une arme pour se protéger et reprendre le contrôle de sa vie. Rompre les liens ou imposer des limites strictes avec ses parents ou sa fratrie est souvent perçu comme un tabou social, mais c'est parfois l'unique chemin vers la guérison. La liberté qu'elle ressent à la fin est le résultat d'un courage immense, celui de dire non à ceux qui pensaient qu'elle ne le ferait jamais. Sa décision de ne pas porter plainte au pénal tout en sécurisant ses arrières montre une grande maturité, elle ne cherche pas la vengeance mais simplement la fin de son calvaire. Et vous, qu'en pensez-vous ? Avez-vous déjà vécu une situation où vous avez dû poser des limites financières ou émotionnelles radicales avec vos proches pour votre propre survie ? Pensez-vous que Camille a eu raison de couper les ponts aussi brusquement après la réunion, ou aurait-elle dû accorder le délai supplémentaire demandé par son père ? Partagez vos expériences et vos avis dans les commentaires, votre témoignage pourrait aider quelqu'un qui traverse une situation similaire aujourd'hui.